Ce nouvel épisode nous emmène à Renage, une petite commune de l'Isère dans la vallée de la Fure. L'activité industrielle de cette vallée est très riche depuis des siècles, grâce à l'énergie de la rivière qui la traverse. La houille blanche a permis l'apparition dans cette région d'industries variées, et certaines papeteries, aciéries, forges subsistent encore aujourd'hui. Dans cette vallée, j'ai pu visiter une centrale hydroélectrique remise en état en 2019. Je suis Bernard Lachambre, je suis un des membres fondateurs d'une coopérative de production d'énergie renouvelable qui s'appelle Ercisol. Ercisol, ça veut dire énergie renouvelable, citoyenne et solidaire. Notre objectif, il n'est pas simplement d'ordre financier, mais il est d'ordre social également, environnemental. Alors comment est née l'idée? C'est un peu curieux, mais donc là on est juste à côté d'une usine qui s'appelle la Socamel. La Socamel, c'est une des usines qui appartiennent au groupe Guillain. En 2013, il y a eu la loi de transition énergétique et de la croissance verte qui a été précédée par beaucoup de débats. Et donc Ercisol avait été invité à participer à ces débats. Donc on en a parlé dans le journal. Et le PDG des entreprises Guillain nous a contactés en nous disant « On est prêt à vous vendre un site qui est arrêté depuis 20 ans, qui se trouve juste à côté d'une de nos usines à Renage. » Et donc on a acheté le site et puis on a fait des travaux qui ont été longs puisque on a acheté le site en 2014, on a démarré en 2019. Ici, sur une centrale hydraulique, c'est l'État qui autorise déjà. Il va falloir faire une étude environnementale qui permet de voir quel va être l'impact sur un cycle annuel de la vie qu'il peut y avoir dans les environs. Dans la mesure où on va faire varier le niveau de la rivière, est-ce qu'il y a des oiseaux qui nichent sur les rives, etc. par exemple. Mais quels sont les poissons qu'on peut rencontrer, donc quelles sont les caractéristiques qu'on doit avoir pour les passes à poissons. Et puis ensuite, il y a du travail de génie civil qui est très important quand même. La centrale en elle-même, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide. On a eu deux grands endroits où on a fait des travaux sur la prise d'eau, puisqu'il a fallu casser l'ancienne prise d'eau, remettre des grilles, reconstruire les vannes, poser des dégrilleurs, automatiser l'ensemble, donc mettre également le clapet qui permet d'éviter des crues. Et puis le deuxième poste, c'est sur la centrale, les turbines ont été complètement démontées, toutes les pièces ont été démontées, ont été remises en état pour certaines ont été changées quand c'était nécessaire. Sur les multiplicateurs, donc c'est des engrenages qui tournent dans un bain d'huile. Certains ont été refaits, d'autres ont été rénovés, mais ça n'a pas été un très gros travail. Et puis surtout, on a refait des armoires d'automatisation, on a mis un transformateur. Mais globalement, on peut considérer que quand on a un projet en hydroélectricité, ça correspond environ à 5 ans entre le moment où on décide de faire quelque chose et le moment où on injecte les premiers kilowatts sur le réseau, quoi. Bon, là, on arrive vers la prise d'eau. La prise d'eau, donc c'est le point de départ de l'installation hydraulique, hydroélectrique. Donc, on a un barrage qui fait 5 mètres, un peu plus de 5 mètres de haut, qui barre donc la rivière de la Fure. Alors, l'eau, elle va déjà traverser les grilles qui se trouvent ici. Les grilles sont faites pour empêcher les poissons et tout un tas d'objets, du bois, des boîtes de conserve ou n'importe quoi, de passer dans les turbines, ce qui serait un peu gênant. Périodiquement, le dégrilleur se met en marche, racle tout ce qu'il peut y avoir. À cette saison-ci, c'est le printemps, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas eu de tempête ou quoi que ce soit. Pour assurer la continuité écologique, donc en fait pour permettre aux poissons de pouvoir suivre le lit de la rivière, ici on a des endroits où les barreaux sont un peu plus espacés et l'eau ne va pas passer dans les turbines, mais elle passe dans la goulotte qui est là, elle va rejoindre la Fure sur l'aval du barrage. Derrière les grilles, il va y avoir deux gros tuyaux qui font 1 mètre de diamètre environ et qui vont emmener l'eau sur des turbines qui se trouvent environ 6 mètres de hauteur plus bas.
Donc le barrage, il va pouvoir, dans ses capacités optimales, utiliser 2,6 mètres cubes par seconde sur une hauteur de 6 mètres environ et produire 150 kW environ. Alors, ce sont des turbines Francis. Donc il y a deux turbines Francis, une qui peut disons, produire 58 kW et une autre qui va produire 95 kW. Donc, une turbine, c'est une espèce de grosse roue à aube. L'eau, elle arrive par l'extérieur et puis elle va ressortir par le centre en ayant perdu de l'énergie. L'eau qui arrive, elle va passer au travers de directrices. Les directrices, ce sont comme des petits volets qui sont mis tout autour de la turbine, hein, autour de la roue, et qui vont pouvoir être manœuvrés de façon à ce que plus ou moins d'eau puisse passer au travers de dans les espaces en question et donc produire plus ou moins d'énergie. C'est ce qui permet de réguler l'ensemble. Donc les turbines tournent environ à 100 tours par minute et les turbines, elles vont donc faire tourner un arbre qui va rentrer dans les turbines, on ne peut pas les voir, bien sûr, elles sont sous l'eau, mais on va voir ensuite un arbre qui en sort et qui va faire tourner une génératrice. Ces génératrices, en fait, elles tournent beaucoup plus vite, donc entre l'arbre et la génératrice, on a un multiplicateur de vitesse, donc qui va multiplier la vitesse par 10 environ, de façon à ce que la génératrice tourne à 1000 tours par minute. Et produire directement de l'électricité sous une tension de 400 volts. Et ensuite, cette électricité donc, passe dans un transformateur pour partir sur le réseau moyenne tension, donc à 20 000 volts. Il y a un certain nombre de capteurs qui sont sur les machines et qui permettent de gérer l'ensemble de l'installation. Le cerveau, c'est un automate, l'équivalent d'un ordinateur, on pourrait dire, avec un écran, qui permet de visualiser ce qui se passe, de commander, mais c'est aussi quelque chose qui, de façon automatique, va pouvoir réguler le fonctionnement de la centrale, donner les ordres qui sont nécessaires, repérer les défauts qu'il peut y avoir, envoyer des alertes sur mon téléphone, par exemple, et puis permettre d'accéder aussi à distance à l'ensemble de l'installation pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc je suis au-dessus du barrage là en ce moment. En moyenne il passe 1,5 m3 par seconde. On est capable d'encaisser des chocs de 10 voire 15 m3 par seconde. Pour ça, là on a un clapet. Le clapet c'est une espèce de grande vanne mais qui va osciller, qui va pouvoir se coucher de façon à pouvoir laisser passer sur 6 mètres de large et sur presque 1 mètre de haut, on pourra faire passer 8 à 10 mètres cubes par seconde et donc éviter que l'ensemble des installations soit inondé. On a également dans le fond, tout en bas du barrage, des vannes. Elles peuvent être commandées par, disons, ces crémaillères qui sont là. Ça permet de vidanger l'ensemble et de faire passer le sable, des choses comme ça qui arriveraient par l'amont. Mais ça, c'est une opération qui se fait une fois tous les 2-3 ans, quoi, environ. Et la continuité écologique, c'est permettre aux poissons de pouvoir passer, c'est permettre aux sédiments aussi, hein, puisque dans les rivières, il y a des sédiments qui circulent. Ces sédiments, ils vont aller au bord de la mer, et ce sont ces sédiments qui permettent à la côte de ne pas reculer. Hein. Petit à petit, la mer mange les côtes, mais c'est tout ce qui arrive, par exemple, par le Rhône, qui va permettre à la Camargue de pouvoir continuer d'exister. Sinon, la Camargue serait petit à petit reprise. Donc, c'est quelque chose dont on n'était pas conscient quand, au 19e et au début, et dans la première moitié du 20e siècle, même jusque dans les années 70, on n'était pas conscient de cette problématique de l'importance des sédiments. Et on a rempli un certain nombre de barrages de sable. Ce sont des centaines, des millions de mètres cubes de sable qui sont amassés, même des dizaines de millions, pour ne pas dire des centaines de millions, et qui représentent des manques dans certains secteurs. Souvent, les gens voient tout ce qui est biodiversité, c'est-à-dire permettre aux poissons, aux crustacés, etc., de
pouvoir passer aux insectes, aux larves. Voilà. On est très sensible à la question des saumons, des anguilles, des truites, etc. Mais la continuité écologique, c'est également la vie de la rivière et c'est une vie en termes de sédiments. On utilise du matériel qui est ancien puisque ce sont des turbines qui ont à peu près 70 ans, qui ont été complètement rénovées il y a 2 ans. Mais ce sont des turbines qui sont prêtes maintenant encore à faire 70 ans. Mais par contre, on a intégré tout ce qui est nouvelle technologie, donc de la régulation, de l'automatisation. Ces crémaillères qui sont là, elles n'avaient pas fonctionné depuis, disons, depuis 25 ou 30 ans. On a remis un peu de graisse et elles fonctionnent. Ce sont des crémaillères donc, qui ont 70 ou 80 ans. Et ça montre que quand on a construit des choses, on a construit de façon à ce que ça puisse fonctionner, disons, pendant des temps très longs. Il n'est pas sûr que les installations qu'on fait maintenant aient cette durée de vie. Les installations sur ce site, elles sont beaucoup plus anciennes que ça, puisqu'elles ont commencé environ autour de 1870. Il n'y avait pas deux grosses turbines, il y avait juste un canal qui avait été construit sur les flancs de la vallée et qui distribuait de l'eau à un certain nombre d'usines. Et donc une usine avait le droit d'utiliser 100 litres d'eau par seconde, une autre peut-être 1 mètre cube, etc. Et donc il y avait plein d'usines sur 1 kilomètre à peu près qui utilisaient justement cette force de l'eau qui venait de là. Savoir quels étaient les niveaux maximum qu'on a pu avoir, comment on a géré des crues à un moment donné, quels sont les risques qu'il y a au niveau de glissement de terrain, etc. Eh bien tout ça, c'est quelque chose que trop souvent on oublie, et parce qu'on a démoli des sites, on a modifié beaucoup l'environnement, et au niveau des inondations, par exemple, on voit bien qu'on a des inondations qui se reproduisent dans le sud-est de la France, par exemple, parce qu'on n'a pas tenu assez compte de l'expérience que les gens pouvaient avoir. Donc il y a un syndicat, l'ASA de la FUR, ça s'appelle une association syndicale agréée de la FUR, qui gère les différents usages qu'il peut y avoir de l'eau. Alors pour ce qui nous concerne, là, il y a déjà le tourisme. Il y a des baignades qui sont sur le lac Paladru, qui sont juste en amont de la FUR. Les touristes, ce qu'ils veulent, c'est avoir des plages en été. Donc le niveau ne doit pas être trop haut à ce moment-là. Mais il va y avoir aussi des pêcheurs. Il y a les associations de protection de la nature qui souhaitent que la rivière soit en bon état. Ce qui veut donc dire qu'il y ait de l'eau tout le temps. Il ne faut pas que dans les périodes qui soient très sèches, il n'y ait plus d'eau du tout. Il va y avoir également des entreprises qui utilisent l'eau. Alors, les entreprises qui utilisent l'eau, elles sont très variées. Il y a une fonderie qui a besoin d'eau pour refroidir, donc fonderie Bonpertuis, les aciéries, du moins Bonpertuis. Il va y avoir des papeteries. Il y a des gens qui utilisent l'eau pour un process industriel quelconque. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui produisent de l'électricité. Donc il y a une dizaine de centrales de tailles diverses donc sur les 20 km de la FUR. Bon, on essaye de faire fonctionner le mieux possible. Les nouvelles centrales qu'on fait maintenant, on n'est plus subventionné du tout. En fait, on peut dire que la subvention, c'est bénéficier du tarif d'obligation d'achat, qui est un tarif un petit peu au-dessus du prix moyen de l'électricité, et qui permet d'aider au développement des énergies renouvelables. L'État ne souhaite pas qu'on crée de nouveaux barrages. En France, je crois qu'il y a environ 20 000 barrages sur l'ensemble des rivières. 20 000 barrages, c'est énorme et ça nuit à la biodiversité. Sur ces 20 000 en question, il y en a très peu, moins de 10%, qui produisent de l'électricité. Dans 2 régions que je connais assez bien, qui sont la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est, c'est des dizaines de centrales qui peuvent, peut-être même des centaines, qui pourraient être remises en état. Il y a eu un inventaire qui a été fait en Bourgogne-Franche-Comté,
Je crois qu'il y a 2000 barrages. Sur ces 2000, il y en a beaucoup qui ne sont pas, opérationnels, qui ne peuvent pas être rentabilisés parce que c'est des trop petites puissances ou qui posent des problèmes au niveau environnemental, peut-être. Mais autrement, il y en a beaucoup qui peuvent être remises en état. Un nombre important d'anciens barrages maillent le territoire. Le potentiel d'hydroélectricité est donc énorme en France. De plus, le déploiement de nouveaux barrages ne semble aujourd'hui plus réaliste. La réhabilitation de nombreux barrages à l'abandon pourrait permettre de générer de l'électricité locale, sans créer de nouvelles infrastructures. Cet épisode nous permet de nous rappeler que l'activité humaine impacte systématiquement notre environnement. Les barrages affectent la biodiversité et freinent l'écoulement des sédiments, mais ils ont également un rôle de régulation des cours d'eau, en limitant les dégâts liés aux crues. On vous donne rendez-vous bientôt pour vous présenter d'autres territoires en transition.